Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. 451e jour de guerre, on l'a dit, et l'annonce malheureusement hier soir de la mort d'un nouveau soldat de Tsahal, le sergent-chef Yuval Shoham, originaire de Jérusalem. Il avait seulement 22 ans. Pour parler de cette situation, nous sommes en ligne en direct avec Raphaël Jérusalmi, analyste défense sur i24 News. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour commenter, comme chaque semaine, l'actualité sécuritaire en Israël, l'actualité difficile. Et justement, je voulais commencer par ça. Quel est le climat aujourd'hui en Israël quand on apprend finalement que 824 soldats ont déjà été tués depuis le 7 octobre et qu'il y a toujours 100 otages dans la bande de Gaza qui ne sont toujours pas libres? Quelle est l'ambiance, le climat et comment vous ressentez-vous les choses aussi, Raphaël? Alors, il y a une grande lassitude au sein de la population israélienne avec cette négociation des otages qui n'avance pas à l'ombre des révélations récentes sur les atrocités qui ont été commises contre les otages. Et puis, il y a cette lassitude, effectivement, de voir depuis des mois et des mois d'avoir tous les matins à faire l'annonce d'un, deux, trois noms de soldats tués au combat, sans oublier évidemment les milliers et milliers de blessés graves et de soldats atteints de post-traumatisme. Tout cela crée une immense lassitude qui est plus peut-être à l'arrière que sur le terrain, car sur le terrain, la motivation est grande et les combattants de Tsahal continuent de faire le travail d'une façon héroïque et sans relâche. C'est même impressionnant de voir à quel point ils tiennent le coup en fin de compte, face aux difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés, qui sont malheureusement toujours présentes avec des poches de résistance du Hamas un peu partout dans Gaza. Alors c'est vrai, on parle beaucoup en ce moment de Gaza, de ce qui se passe dans la bande de Gaza et des tirs de roquettes, notamment aussi du Hamas contre Israël. Hier contre Sderot, 5 roquettes tirées depuis la bande de Gaza. On a l'impression qu'il y a un regain, en tout cas, de motivation de la part des terroristes en ce moment. Comment vous l'expliquez ? Oui, c'est plutôt un chant du cygne, dirais-je, des terroristes, parce que leur arsenal est maintenant quand même bien limité. Ils tirent leur dernière cartouche avant que Tsahal mette la main dessus, en fin de compte. Ces tirs de roquettes, ce sont des roquettes qui sont tirées lorsque Tsahal approche. Ce sont des roquettes qu'on peut tirer à distance, qui sont planquées, cachées dans des immeubles ou dans des verdures, enfin, qui sont difficiles à détecter. Et ce sont les dernières salves, dirais-je, qui sont tirées. Malheureusement, le travail est loin d'être terminé. Des milliers et des milliers de terroristes du Hamas ont été soit éliminés, soit appréhendés, mais il en reste encore des centaines et le travail durera encore longtemps. C'est là justement le noyau dur qui reste, c'est ceux qui sont en fait les plus coriaces auxquels maintenant ça doit faire face. On a vu comment dans un seul hôpital, il y en avait plus de 250 qui s'étaient mêlés à la population civile, ce qui rend évidemment très difficile le travail. Je salue en passant l'extraordinaire opération qui vient d'avoir lieu dans l'hôpital à Gaza, où on a réussi à appréhender des terroristes sans avoir de victimes civiles. Eva pour Raphaël. Raphaël Jérusalmi, bonjour. Ce chant du cygne des terroristes, comme vous le nommez, est-ce qu'il est lié aussi aux négociations concernant la libération des otages israéliens, toujours 100 dans la bande de Gaza? Et apparemment, elles sont difficiles. Elles sont difficiles parce que le Hamas n'a aucun intérêt à libérer ses otages. C'est l'une de ses dernières cartes qu'il peut jouer contre Israël. Et on voit mal quel intérêt le Hamas aurait à rendre les otages à Israël, sauf si, évidemment, il obtient d'Israël, de l'armée, qu'elle se retire de Gaza et qu'on laisse le Hamas reprendre le pouvoir, entre guillemets, à Gaza. Donc, d'ici là, on ne voit pas très bien comment on pourrait réussir à convaincre les terroristes du Hamas de libérer ne serait-ce même qu'une partie des otages. À cela, il faut ajouter qu'il y a eu quand même 2 problème au niveau de négociation israélienne. La première, c'est de ne pas avoir envisagé un jour d'après, c'est-à-dire de ne pas avoir envisagé qui, à la place du Hamas, pouvait représenter Gaza et prendre le contrôle de Gaza. Donc on reste dans un vide administratif et politique qui bénéficie aux terroristes.
Et puis la seconde, c'est il y a eu quelques dérapages. On ne va pas pointer le doigt vers personne, mais il y a eu quelques dérapages dans les négociations qui ont retardé encore plus ces négociations. Mais l'obstacle principal reste et demeure le Hamas et non pas les Israéliens. Bien évidemment, le Hamas, dont la nocivité, la violence n'est plus approuvée, mais vous évoquez la difficulté liée au fait de ne pas envisager le jour d'après. Pourquoi ce fait de ne pas envisager le jour d'après? Qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement ou l'establishment sécuritaire de ne pas l'envisager, de l'envisager, pardon? Un manque de vision. Il y a eu un manque de vision pendant 20 ans en laissant le Hamas se renforcer d'une façon absolument disproportionnée à ce que cette faction aurait dû avoir à sa disposition sur le plan de l'armement, de l'argent, tous les tunnels qui ont été construits. Donc il y a déjà eu cet aveuglement, dirons-nous, israélien des gouvernements successifs. Et puis là, il y a eu aussi une hésitation, un blocage au niveau gouvernemental israélien. On n'a pas cherché depuis déjà 6 mois, l'armée demande une solution sur le plan politique et administratif, car militairement, l'armée a fait son travail, elle a fait un maximum pour démanteler la puissance militaire du Hamas. Ça aurait dû être suivi, on aurait dû capitaliser sur cette victoire militaire en ayant un changement politique et administratif qui n'a pas eu lieu. Il y a eu des propositions faites même par des pays arabes, dans l'Arabie Saoudite, les Émirats, même d'investir de l'argent, d'envoyer des troupes, de mettre d'autres personnes au pouvoir à Gaza que les membres du Hamas. Ça n'a pas été fait. Malheureusement, il y a un blocage au niveau politique et nous savons tous d'où vient ce blocage. C'est le chantage qu'exerce sur le Premier ministre des ministres comme M. Smotrich et M. Ben-Gvir qui ne veulent absolument pas d'un retrait de Gaza. Au contraire, ils veulent reconstruire des implantations dans Gaza, revenir au Gaza d'avant l'évacuation ordonnée à l'époque par le ministre Ariel Sharon, le Premier ministre Ariel Sharon. Malheureusement, ce n'est plus le même Gaza. À l'époque, on aurait peut-être probablement d'ailleurs pas dû évacuer Gaza, on aurait dû rester dans Gaza, dans les implantations qui existaient. Mais maintenant que ça a été évacué, et puis après plus de 20 ans du contrôle du Hamas, il est un petit peu irréaliste de penser qu'on peut revenir à la situation d'il y a plus de 20 ans. Est-ce qu'il est possible que justement ces blocages concernant l'administration de Gaza, ça pèse sur l'armée israélienne? Est-ce que c'est mauvais pour les opérations de l'armée sur place? Et surtout, est-ce que ça les prolonge? Puisque vous avez dit l'armée là a fait son travail dans la bande de Gaza. Oui, ça les prolonge, c'est néfaste. Le fait que le gouvernement soit aussi pris en otage par les ultra-orthodoxes et que beaucoup de jeunes religieux israéliens ne fassent pas l'armée, c'est pas très bon pour le moral de ceux qui se sacrifient jour après jour en première ligne. Il y a pas mal de frustration, en fin de compte, au sein des officiers et des soldats de Tsahal qui continuent leur travail malgré tout, mais qui sont quand même des êtres humains et qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas ce soutien politique, pourquoi il y a des gens qui sont exemptés de prendre sur leurs épaules le fardeau de la défense du pays pour des raisons bassement politiques. Il y a donc ici effectivement une sorte de marasme qui est créé et qui est malheureusement néfaste évidemment aux opérations de Tsahal, mais qui est néfaste en fait pour tout le pays, comme je le dis, qui est détenu aujourd'hui en otage par une minorité dont la puissance politique est disproportionnée à un nombre de personnes qu'elle représente en Israël. Alors par ailleurs, un dernier mot pour terminer, Raphaël, pour conclure un front dont on n'a pas encore parlé, c'est évidemment tout ce qui se passe au nord. Israël qui a mené en septembre apparemment un raid secret contre une installation de missiles iranienne en Syrie. C'est ce qu'on a appris ce matin notamment. Alors où en est la situation? Est-ce que peut-être des discussions ont été entamées entre Israël et le nouveau pouvoir syrien, ou c'est hors de question pour l'État hébreu? Non, il y a des discussions dans des canaux, dirons-nous, clandestins un petit peu, sous la table, pour vérifier les intentions, effectivement, de ceux qui pourraient éventuellement prendre le pouvoir à Damas. Il y a une méfiance tout à fait normale
du fait que ces personnages sont d'anciens terroristes affiliés à Al-Qaïda, et donc on aurait quand même du mal à leur faire confiance aveuglément tout de suite, même s'ils semblent vouloir montrer patte blanche. Il faudra beaucoup plus de preuves de leur part pour qu'on les croie, surtout qu'il y a derrière eux des influences extrêmement dangereuses et néfastes, celle de l'Iran qui a toujours été là, mais aussi celle de la Turquie, qui devient une menace peut-être encore plus grande que ne l'est la menace iranienne. Il y a donc un danger au nord extrêmement important. Là encore, ça fait le travail, comme vous le rappelez. Non seulement on s'en prend aux intérêts iraniens, mais on empêche surtout leur Hezbollah, durant le cessez-le-feu, de se refaire une santé en recevant du ravitaillement effectivement des Iraniens. On a aujourd'hui l'immense avantage que l'armée syrienne est démantelée et que Tsahal peut opérer et que les Russes aussi sont un petit peu hors jeu et donc que les Iraniens peuvent opérer très facilement et sereinement en Syrie pour en tous les cas défendre la sécurité de l'État d'Israël. Et on ne peut que saluer, comme on vient de le faire au Sud, la bravoure et la ténacité des soldats de Tsahal qui depuis des mois et des mois et des mois nous protègent. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Jérusalemi. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis Chag Sameach, très bonne fête de Hanouka et à la semaine prochaine. Merci. Chag Sameach.